Salut les amis, c'est Cornichon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il fait un peu plus froid, et j'ai envie de vous réchauffer l'atmosphère en vous parlant des radiateurs. Ouais, bon, on va parler des radiateurs endurance, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails du gros radiateur ou radiateur endurance, j'aimerais donner quelques astuces. Donc déjà, la première chose, la protection. Sur piste, en tout cas, et même sur route, j'ai envie de dire, les radiateurs sont souvent très exposés du fait qu'ils sont juste derrière la roue avant, donc forcément ils sont exposés aux projections qu'on peut avoir, donc soit des gravillons, des pièces, tout ce qu'on peut trouver sur la route ou sur la piste, qui vont, s'ils sont projetés au mauvais endroit et avec le mauvais angle, vous percer un radiateur, donc que ce soit le radiateur d'eau ou le radiateur d'huile. Ça, tout le monde veut l'éviter, déjà pour pas en foutre partout, et puis continuer à rouler tout simplement. Donc il y a deux choix qui s'offrent à vous pour avoir une protection. Donc soit on va faire une grille de radiateur qu'on peut faire soi-même. Donc là c'est tout simple. C'est l'avantage, le gros avantage, c'est que ça coûte quasiment rien. Vous allez au magasin de bricolage du coin et vous prenez une grille en 2x2 de grillage, et puis vous faites les patrons, vous découpez avec des petites pattes et puis des petits rilsans, et vous mettez ça sur votre radiateur en le fixant correctement. Ça fait déjà une protection, voilà, quelque chose qui va être devant le radiateur, qui va protéger de ce qui peut rentrer dedans. La deuxième solution, c'est acheter une grille de radiateur déjà toute faite, donc là forcément le prix n'est pas le même. Maintenant, la finition est un peu plus propre, bien que franchement, une fois que c'est derrière les carénages, etc., une grille de radiateur faite maison, ça passe, c'est pas moche. Donc voilà, il y a ces deux choix-là qui sont primordiaux. Voilà, pour la protection, ça c'est très important, pensez à le faire, pensez à le mettre. Ça vous évitera des petites surprises et des journées ou même une course écourtée pour une raison idiote, on va dire, voilà, ça coûte pas grand-chose, donc autant le faire. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, et c'est aussi basé sur mon expérience, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau température moteur et au niveau évolution de cette température sur une session de circuit plusieurs tours. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver de suite sur le PC et on va regarder un petit peu quelques données. Alors, j'aime bien me baser sur des données. Donc ici, c'est pour ça que je vous mets ça à l'écran. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel d'analyse de l'acquisition de données 2D que je pouvais mettre en plug and play à l'époque sur l'ancienne S-Minéraire. Donc qui prend en gros toutes les données de la moto. Vous voyez ici, si je réétends ça, on a vraiment énormément de choses qu'on peut ajouter, analyser, regarder. Il y a des choses qui sont un petit peu redondantes, on va dire, mais on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour analyser son pilotage et ses chronos. Donc ici, en bas à droite, on va avoir le circuit, avec le petit point rouge qui est la position sur le circuit qui correspond ici à ce que je fais bouger ici à l'écran. Ok. On a les différents tours, les chronos, il y a pas mal de données ici, mais ce qu'on va regarder, c'est la température moteur. Ok, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, ici, sur un tour de circuit, donc ici, on a tout le tour. Si je réduis comme ça, voilà, on va avoir qu'une partie du circuit qui est en jaune. Et ici, on a bien tout le tour. Ok. Donc, on va varier ici, si on regarde, donc toujours là aux courbes blanches ici, et la donnée là, on est entre 94, 95, je crois qu'on monte à 96, voilà 96,5, et puis on va redescendre ici sur la partie la plus basse à 92. Donc en fonction des parties, des zones du circuit, la façon d'accélérer, la vitesse, etc., le moteur refroidit pas de la même manière, donc on a une température qui varie, voilà, ici sur cet exemple entre 92 et 96,5. J'ai déjà eu des circuits ou des journées plus chaudes où je montais à 100 degrés en roulant. Voilà, donc on va dire avec l'équipement, ici c'est avec l'équipement d'origine, donc le radiateur d'origine, en roulant, on est entre 90 et 100, dans la plupart des cas, on va dire, pour prendre une fourchette assez grande. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe une fois qu'on s'arrête de rouler. Puisque ça, c'est ce que je vous expliquais, quand on s'arrête,
le moteur ne tourne plus, donc l'eau de refroidissement ne tourne plus non plus. Et qu'est-ce qui se passe? On va avoir, voilà, donc ici on s'arrête, du moins déjà on ralentit, on sort de la piste, hein, on voit ici hop, la vitesse qui diminue, on sort de la piste et puis on va avoir la température qui va commencer à monter, à grimper, à grimper, à grimper. Donc ici vous voyez on était ici à 91 et elle va très vite monter à 100 degrés, plus 102, 103, en sachant que donc sur les radiateurs d'origine, on a les ventilateurs qui vont se déclencher automatiquement à partir d'un certain seuil de température, donc ça va dépendre des motos. En général, dès qu'on arrive à 102, 103, ça va déclencher pour faire redescendre la température. Une fois que le ventilateur va avoir assez refroidi la moto, la température va être redescendue et au-dessous d'un certain seuil, il va se couper tout simplement. Donc ce qu'on vient de voir ensemble, tout simplement, c'est que quand on rentre de notre session, on va couper la moto et puis le moteur, il va monter en température petit à petit, voilà, et de manière plus ou moins contrôlée, on va dire. Donc ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais ça peut atteindre des températures assez élevées. Le problème de ça, qu'est-ce que ça va faire si on laisse juste comme ça, qu'on laisse la moto refroidir? C'est que potentiellement, on va atteindre des températures qui vont monter relativement haut, qui vont peut-être atteindre les 110, 120 degrés parfois, et la culasse et le joint de culasse vont pas trop aimer ça. Personnellement, j'ai eu l'expérience, voilà, donc avec des températures qui restent hautes longtemps, les matériaux, ils ont tendance à se déformer tout simplement, la culasse, le joint de culasse, et mon joint de culasse a fini par péter. Forcément, après, ça fait des problèmes de chauffe, paradoxalement, voilà, donc on retourne encore dans un problème pire, avec des problèmes de chauffe, voire d'autres problèmes qui peuvent être même plus gênants, avec de l'huile qui passe dans le refroidissement, pardon, et inversement, ou de l'huile qui passe même parfois dans les cylindres. Donc voilà, vaut mieux éviter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, soit on va tout simplement laisser tourner le ventilateur d'origine de sa moto. Voilà, le problème de ça, c'est qu'il faut laisser le contact, ok, et que si on laisse le moteur tourner aussi, on va juste varier entre la température de déclenchement du ventilateur et la température d'arrêt du ventilateur. Donc voilà, la température elle va rester peut-être entre 95 ou 97 degrés et 103, 104, 105 degrés. Donc ça va pas vraiment régler le problème, on va rester assez haut. On pourrait, et si on laisse juste tourner le ventilateur, c'est inefficace, on va dire, puisque tout ce que ça va faire, c'est refroidir l'air qui est dans le ventilateur. Mais ça, par contre, là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, soit on utilise ce ventilateur, mais encore une fois, pas génial pour la batterie, ça va pomper la batterie inutilement avec le moteur qui tourne pas. Par contre, l'astuce, c'est que une fois que l'eau dans le radiateur sera assez refroidie grâce au ventilateur, on va redémarrer la moto, mettre 2-3 coups de gaz, donc faut pas hésiter, 5-6 000 tours, suivant les motos, hein, je parle d'un 4 cylindres ici, donc voilà, pour une moto qui prend 13, 14, 15 000 tours, on va la faire monter voilà, à mi-régime, en gros. Et ça qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tourner le moteur et donc la pompe à eau, et donc faire circuler cette eau qui a été refroidie dans le radiateur. Et ça, là, on va refroidir le moteur. Voilà, donc on va faire circuler cette eau refroidie, et on va réussir à faire baisser sa température moteur petit à petit. Donc le but, ça va être de rallumer la moto, allumer, coup de gaz, et on coupe. Donc on va faire ça plusieurs fois, pour à chaque fois avoir des températures qui baissent. Je vais vous le montrer juste après sur les données, quelques exemples. Maintenant, deux choses qui peuvent être intéressantes, au lieu d'utiliser le ventilateur de la moto, ce qui n'est pas bon pour la batterie, et qui en plus c'est des petits ventilateurs que vous avez derrière le radiateur, donc c'est pas ultra efficace. Ce que vous pouvez faire, c'est soit acheter un ventilateur de sol, donc comme ici par exemple, ou alors un souffleur de feuilles, comme ici. Ça, deux choses qui sont intéressantes. Voilà, donc le ventilateur de sol, on va le mettre juste sous la moto, allumé à fond. Pendant qu'on coupe la moto, dirigé vers le radiateur, ça va refroidir l'eau qui est dans le radiateur, et puis on va faire tourner. Ou alors le souffleur de feuilles. Là, l'avantage, c'est que ça pulse vraiment l'air assez fort, et ça va vraiment simuler, en fin de compte, le vent qui va refroidir le moteur. Ça, c'est très efficace.
Après, vous avez voilà les ventilateurs de sol, ça va être aux alentours de entre 20 et 40 euros, on va dire, vous allez trouver ça. Les souffleurs de feuilles, souvent, ça va être un peu plus cher, avec différentes possibilités. Il y en a à batterie sans fil, il y en a avec voilà qui se branchent sur le secteur. Donc ça va être différents budgets et deux efficacités également différentes. Mais voilà, le but c'est d'avoir un refroidissement efficace de l'eau qui est dans le radiateur et ensuite la faire circuler dans le moteur. Donc on va se retrouver sur le PC et on va regarder ça. On se retrouve après la fin de session, ici donc avec la température qui augmente. Et puis dès qu'on va redémarrer, donc ici forcément donc, quand on coupe la moto, les données sont absentes, donc c'est pour ça qu'on va avoir ces variations de température qui montent d'un coup. Ce qu'on voit c'est que j'ai dû couper la moto devait être à 103 degrés ou 102 ici, elle était redescendue un petit peu. Et puis ici on voit qu'on redémarre à 110. Ok, donc effectivement, on voit bien que dès qu'on a coupé la moto, on a cette inertie qui rentre en jeu et qui fait que la température continue à augmenter. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement le régime moteur et les coups de gaz, ok, donc qui augmentent. On voit le régime moteur ici, donc qui monte à voilà 5000, 6000 dans ces eaux-là, et les coups de gaz ici avec la position, donc grip position, qui est tout simplement la position d'ouverture des gaz à la poignée, donc avec des pics à 58%, voilà, donc on met mi-gaz à peu près, juste pour faire bien circuler tout ça. Et on voit, hop, directement, la température redescend, donc on était à 110, et on redescend ici à 99, donc on perd facilement 10 degrés. Et puis, hop, la température, elle va continuer à évoluer, et ce qu'on va voir, donc si on bouge dans les données, donc elle continue avec l'inertie dont je parlais tout à l'heure, donc elle continue à remonter, donc on était redescendu à 99, elle remonte petit à petit, et hop, ici, on va redémarrer la moto. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas coupé la moto, le contact, je coupais juste le coupe-circuit, ce qui fait qu'on a toutes les données. Et ici, on redémarre la moto, hop, coup de gaz. Donc on était de 99, on repasse à quasiment 105, et hop, on la fait redescendre à 94. Ok. Et puis on va continuer comme ça, voilà. Donc à chaque fois, on va perdre une dizaine de degrés à peu près. On a un dernier coup ici, où voilà, donc de 94, on est remonté progressivement ici à 98. Donc petit à petit, on va vraiment calmer cet effet de montée de température et on va contrôler la température du moteur. Et puis là, on va retomber de 98, voilà, on retombe à 92, donc quasiment 10 degrés. Si on a un petit peu moins, forcément, dès qu'on est dans des températures plus raisonnables, on perd un peu moins. Ici, on perd donc 90, 92, 6 degrés à peu près. Donc voilà le principe de fonctionnement, vraiment primordial, vraiment important à faire. Ça permet de contrôler cette température et d'éviter les problèmes qui peuvent apparaître derrière. Alors du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ces petites astuces? Eh ben, on peut changer le radiateur et prendre un radiateur endurance ou un radiateur gros volume. En fin de compte, tout ce que ça va faire, c'est avoir plus de volume d'eau, donc un refroidissement plus efficace. Du fait qu'on va refroidir plus d'eau, ensuite l'eau va pouvoir refroidir plus efficacement le moteur. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Il y a différentes marques, toutes plus ou moins voilà avec le même principe de fonctionnement. Un petit exemple ici d'une belle pièce. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va retourner voir les données et regarder les différences que ça peut apporter. On se retrouve sur le PC, donc ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai gardé uniquement la température moteur et la vitesse GPS pour que ce soit un peu plus clair, ce qui nous permet de superposer deux données. Donc celle en rouge, c'est une donnée de 2020, où donc la moto est équipée du radiateur endurance, et celle en bleu ciel, c'est une donnée de 2019, où la moto n'était pas encore avec le radiateur endurance. Je crois, si je me rappelle bien, en plus, que la journée de 2019 était tout de même plus fraîche que la journée de 2020. Et voilà, tout simplement, on voit exactement ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que la température moteur, donc on a vraiment ici la superposition des deux tours à Spa avec le logiciel, et on voit vraiment que la température moteur avec le radiateur endurance, donc en rouge, est beaucoup plus stable. Donc elle varie ici au maximum entre 88
et au minimum, on va être, je crois, 85, voilà, donc on a une température qui est très stable, alors que la courbe bleu ciel de 2019, elle, varie ici entre 95 et 86 au minimum, je crois. 88, pardon, au minimum. Non, un peu plus bas ici au minimum, on est à 86, voilà. Donc entre 86 et 91, 95 même. Donc quasiment 10 degrés d'écart, suivant les différentes parties du circuit. Et on a aussi une courbe rouge, donc avec le gros radiateur, qui est constamment en dessous de celle sans le gros radiateur. Donc encore une fois, en plus, la journée donc de 2019 en bleu ciel était une journée plus fraîche, donc ce qui aide à avoir des températures plus contrôlées aussi, mais on voit vraiment les deux effets. Un, la température plus basse, et deux, la température qui reste beaucoup plus stable tout autour du tour. Ok. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment la preuve avec des données qui viennent de ma moto qui a été entre 2019 et 2020. Il y a eu l'installation du gros radiateur, donc on a vraiment une comparaison. Alors avec peut-être des températures extérieures différentes, mais si je me rappelle bien, tout de même en défaveur du gros radiateur, et malgré tout, il reste plus efficace. Le but de ce gros radiateur, donc, c'est d'avoir un moteur qui fonctionne, même en roulant, à des utilisations soutenues, avec des utilisations soutenues, d'avoir un moteur qui fonctionne à des températures plus contrôlées. Comme on a vu, on va dire que avec le radiateur d'origine, les radiateurs d'origine, la moto, elle fonctionne entre 90 et 100 degrés, suivant les températures extérieures, les types de pistes, etc. Et ici, avec le radiateur gros volume, on a vraiment un moteur qui reste entre, allez, 80, 85 et 95 maximum, ce qui fait que on a un fonctionnement moteur qui est aussi bien mieux. Les moteurs 4 temps, en général, ils sont étudiés pour tourner aux alentours des 90 degrés. Quand on arrive à des températures de fonctionnement de 100, là, on a une perte d'efficacité du moteur. Tout ce qui est combustion, lubrification, tout ça, ça va fonctionner moins bien. Donc vraiment, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un radiateur endurance, puisque ça va permettre de faire des longs roulages, des longues sessions avec un moteur qui fonctionne vraiment dans la plage pour laquelle il a été développé. Donc ça, niveau fiabilisation de la moto, moi je trouve que c'est un gros plus, on va dire. Donc effectivement, c'est une pièce qui coûte, faut pas se mentir, voilà, ça va être ici sur une S1000RR, on va être entre 2 et 3 000 euros pour cette pièce-là. Donc effectivement, c'est une pièce qui coûte, mais alors effectivement, le moteur fonctionne dans la plage pour laquelle il a été développé, donc potentiellement, on a en tout cas une performance qui est plus stable, mais vraiment, pour moi, le but, c'est vraiment de fiabiliser la moto. Voilà, donc effectivement, pour des top pilotes, ça va permettre de rester plus constant, d'avoir les 5 chevaux, les 5 derniers chevaux qui sont toujours là, qui vont toujours être là, même s'il fait chaud, qui vont toujours donner leur maximum. Moi, c'est vraiment dans un but de fiabiliser la moto. Mais tout ça n'empêche pas les petites astuces données précédemment, c'est-à-dire que en plus, un radiateur endurance, la plupart du temps, je pense, comme ils sont plus épais aussi, on est obligé d'enlever les ventilateurs. En tout cas, c'est le cas sur la S1000RR, ce qui fait que dès qu'on va s'arrêter, le moteur il va effectivement monter, sauf que là, en plus, il n'y aura pas un déclenchement de ventilateur dès qu'on arrive à 102, 103 degrés. Donc il faut là vraiment utiliser l'astuce du gros ventilateur ou du souffleur de feuilles pour, quand on arrive au stand, bien refroidir l'eau qui est dans le radiateur et démarrer coup de gaz pour bien faire circuler tout ça et que le moteur redescende très vite en température. Je vais vous mettre d'ailleurs 2-3 exemples avec le radiateur gros volume, vous allez voir que ça diminue aussi beaucoup plus vite. Donc le delta entre avant démarrage, après démarrage est plus grand et plus important avec le radiateur, le gros radiateur, qu'avec les pièces d'origine. Alors, la technique des coups de gaz, qu'est-ce que ça donne avec le radiateur endurance? Donc, toujours pareil, arrêt, redémarrage de la moto, donc la température qui monte petit à petit quand on sort de la piste et qu'on va au stand. Ici, on finit à 93,5. Quand on redémarre, on est à 105 quasiment. Ok, donc 104,8. Et puis, 2 coups de gaz, on redescend à 91. Donc quasiment 15 degrés de gagné.
par rapport aux 10 qu'on avait plus tôt, à des températures plus hautes. Donc voilà, on retrouve ici quand même une efficacité assez importante. On le voit bien, moins 15 degrés en partant de uniquement 105. Et puis le deuxième exemple, donc avec la température qui continue, qui reste quand même relativement stable, avec le ventilateur qui tourne toujours tout de même, donc ça aide. Et ici, on part de 94 et on arrive à 86, donc encore une fois presque 10 degrés, alors que quand on était dans ce type de température-là avec le radiateur d'origine, on perdait un peu moins quand même que ces presque 10 degrés. Donc voilà encore une fois un autre exemple de l'efficacité de la pièce et de l'équipement. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on a fait à peu près le tour des grandes lignes, en tout cas pour ce qui est intéressant sur piste. Encore une fois, moi je pense que c'est important d'avoir des pièces qui permettent de fiabiliser la moto, de se sentir plus serein. Ça c'est vraiment uniquement fiabilisation de la moto et avoir un moteur qui fonctionne vraiment dans une plage optimum, même quand on le soumet à des contraintes assez élevées sur circuit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me poser des questions, des idées de sujets, de choses que je pourrais aborder en attendant d'avoir la moto, parce qu'elle arrive, elle arrive. J'ai vu qu'elle n'était pas encore voilà, en transport, mais elle arrive, donc on va pouvoir commencer, je pense, d'ici début d'année 2021, en janvier, on va pouvoir commencer à faire un petit peu plus de contenu. Je vais pouvoir vous filmer la moto, essayer de suivre un petit peu les étapes de la préparation, les premières sensations sur route, le rodage, voilà comment tout ça va se passer. Donc là, ce sera un petit peu plus dynamique et peut-être un petit peu plus intéressant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la recevoir, de commencer la préparation et bien entendu d'attaquer les premiers tours de piste qui seront en 2021, je l'espère, plus sympas et plus faciles, en tout cas qu'en 2020. Et en attendant tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!